Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo update lecture. C'est vraiment une vidéo 100% lecture hivernale, 100% thriller. Et bien sûr c'est une vidéo sans spoil. L'objectif est vraiment de vous faire découvrir de nouvelles lectures que vous aurez potentiellement l'envie de lire après. Donc aucune intention de vous spoiler, ne vous en faites pas. Aujourd'hui j'ai 4 livres à vous présenter, vraiment à lire en hiver. Dites-moi si jamais vous êtes pareil. Les histoires qui sont adaptées en hiver, j'aime les lire en hiver. Les histoires qui sont adaptées au printemps, j'aime les lire au printemps, ainsi de suite, vous m'avez compris. Mes lectures en fait varient en fonction des saisons. Si vous me suivez sur les réseaux, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre. En ce moment vraiment je partage tout le temps mes lectures, où j'en suis dans mes livres, ce que je lis, quand je termine une lecture, les livres que j'ai achetés récemment, enfin bref. En ce moment mon Insta il s'illustre limite dans le bookstagram des Instagrammeurs en fait. J'ai un petit tips. Récemment je me suis remise à la lecture et le truc c'est que j'avais du mal à reprendre un rythme on va dire assez correct, dans le sens où forcément mon rythme s'est assoupi, dans le sens où je lisais beaucoup moins vite. L'objectif n'est pas du tout de vous dire c'est la course à la lecture ou quoi, chacun lit à son rythme. Si jamais vous avez en fait une petite panne de lecture, que vous ne savez pas en fait comment redémarrer, moi je me suis fixé un objectif, je me suis dit écoute Cél, tu vas pas t'attaquer à des gros pavés de 700 pages, le mieux c'est que si jamais tu as envie de te remettre petit à petit à la lecture, prends une histoire courte, c'est-à-dire à moins de 300 pages par exemple. Et donc j'ai commencé à lire par exemple mes 3 premiers livres que je vais vous présenter. C'est des livres où vraiment ils font moins de 300 pages. Trouver un livre avec des chapitres assez courts, donc une histoire qui est plutôt courte, pour qu'en fait je puisse vraiment lire dans un temps, on va dire par exemple d'une semaine, un livre de 300 pages, et comme ça me remette petit à petit à la lecture. Et franchement ça a bien marché, puisque mon dernier livre a été Glacé de Bernard Minet, qui fait plus de 750 pages. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai 4 livres à vous présenter, donc si jamais il y a un livre dont vous avez déjà entendu parler et que vous avez envie d'en savoir un peu plus dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, il y aura la timeline avec les minutes à laquelle je commence chaque livre pour vous donner un petit peu mon avis. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous parler de... je vais les remettre dans l'ordre, sinon ça va pas le faire. Je vais vous parler de Jour de glace de Maud Tabachnik. Ensuite, je vous parlerai de Avalanche Hotel de Nico Tapian. Je continuerai par vous parler de L'île du diable de Nicolas Beuglé, et je finirai par vous parler de Glacé de Bernard Minet. Dans ce premier livre, on part directement sur le sol canadien. Il y a une grosse tempête qui a balayé le nord canadien, et dont la ville de Winnipeg, où il y a une très très grande prison soi-disant haute sécurité. Et qui dit tempête dit panne de courant, et donc la prison de haute sécurité, elle n'est plus une prison haute sécurité. Il y a certains du coup criminels qui sont à l'intérieur de cette prison qui vont s'échapper. Au même moment, on va retrouver des cadavres dans la nature. Forcément les soupçons vont se diriger sur ces assassins, mais est-ce que c'est eux? Est-ce que ça ne serait pas quelqu'un qui essaye de faire porter le chapeau à ces assassins là? Eh bien vous le verrez si vous lisez Jour de glace de Maud Tabachnik. C'est plutôt une lecture très très fluide, il fait à peu près 350 pages, on est vraiment dans des chapitres qui sont assez courts. Cette hétérogénéité des chapitres, j'ai bien aimé, parce que ça permet vraiment une lecture qui se poursuit très rapidement. Et en plus de ça, l'auteur ne s'attarde pas sur des détails qui paraissent complètement futiles. C'est-à-dire qu'elle va à l'essentiel, elle a envie de mener son histoire, et elle va mener son histoire. Il n'y a pas des descriptions à rallonge qui ne servent peut-être à rien pour certaines personnes. Enfin du moins, j'ai trouvé vraiment que son écriture était très très fluide pour le coup. Aussi, il y a une très très grosse partie culturelle sur le Canada, et notamment sur la région du Manitoba, et notamment dans la ville de Winnipeg, où on va suivre ces petits personnages là. Par exemple, l'autrice va vraiment mettre en avant la manière dont fonctionnent par exemple les Indiens, et la manière dont fonctionnent les Canadiens, la manière dont chacun en fait gère les conflits. Et ça c'est assez intéressant, puisque forcément on est dans un thriller, il y a une enquête policière, et donc d'un côté on a les Indiens et leur manière de gérer, de l'autre on a les habitants de Winnipeg qui ne sont pas indiens, qui ont une culture différente, et que eux aussi
gère le conflit d'une autre manière. Donc ça aussi c'était assez intéressant. Après je dois vous avouer quand même que c'est le livre sur les 4 dont j'ai vraiment le moins aimé, puisqu'il y a plusieurs points négatifs. C'est pas un livre que j'ai détesté, c'est pas un livre que je n'ai pas aimé, je l'ai apprécié, mais il y a quand même des points négatifs. Moi je trouve personnellement qu'il n'y a pas eu de plot twist, c'est-à-dire qu'on connaît rapidement l'identité du tueur. Enfin moi je soupçonnais 2-3 personnes, donc moi j'aime pas trop quand justement je devine facilement. Surtout que habituellement je suis pas du tout le genre de personne à porter directement mes soupçons, c'est-à-dire que j'aime bien lire et me dire bon ben on va dire à 100 pages de la fin, je commence à voir un peu qui est le tueur et après je fais mes pronostics quoi. Pour le coup, j'ai su rapidement en fait qui est-ce que c'était, donc c'était pas drôle. Puis pareil, à peu près 50 pages avant la fin, j'ai commencé à sentir une petite lenteur dans l'histoire, c'est-à-dire que j'avais l'impression vraiment que du début jusqu'à la fin, sur 300 pages il se passait tellement de choses, j'avais l'impression que l'autrice, comme si elle avait perdu du temps et qu'elle voulait tout mettre, tout résumer de tout ce qui s'était passé, donc 300 pages avant, dans les 50 pages avant la fin. J'ai pas du tout aimé avant la fin, donc un peu déçue à ce niveau-là. Et aussi, bon c'est un petit peu un point négatif, mais les expressions canadiennes utilisées à outrance, c'était un petit peu lourd à la fin. Voilà, en soi, j'ai bien aimé ma lecture, mais il y a des petites choses qui font que j'ai été réticente. Mais si jamais vous voulez vous-même vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à lire Jour de glace. Alors là, on va quitter le Canada pour se retrouver en Suisse, et notamment à Montreux, donc dans les Alpes. On va suivre Joshua Oberson, qui est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel. On est en 1980 et il enquête sur la disparition d'une jeune femme. Et donc il va se retrouver dans la nature, il va s'évanouir, il va se retrouver en 2018 plongé dans le coma, il n'est pas agent de sécurité, l'Avalanche Hotel n'existe plus. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'un rêve, tout ce qu'il a rêvé à l'Avalanche Hotel, agent de sécurité, disparition d'une jeune femme qu'il enquête, ou bien est-ce que c'est un message de son subconscient, du moins son subconscient qu'il essaye de lui faire passer? C'est l'histoire de Avalanche Hotel de Nico Takian. Gros coup de cœur pour déjà première de couverture et aussi le résumé. Directement j'ai été plongée dans l'histoire, je voulais lire ce livre. Gros coup de cœur pour le duo en même temps de Joshua et Sibyl, du coup qui sont les enquêteurs de cette fameuse histoire. Ce duo là un peu improbable qu'on va suivre, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que directement on est plongé dans l'ambiance des Alpes suisses et à la fois il y a un petit côté un peu à la Stephen King et notamment au film Shining où on ressent un peu certaines références et en même temps ça m'a replongé dans le film que je n'ai pas vu depuis belle lurette, donc j'ai bien aimé aussi. Et aussi vraiment quelque chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu beaucoup de passages où en gros on est plongé dans le sujet des rêves et notamment du subconscient, l'interprétation des rêves, et ça ce sont vraiment des sujets moi qui m'intéressent énormément. Et donc forcément quand tu es plus ou moins plongé au fur et à mesure dans ta lecture sur quelque chose qui est purement fictif, mais qu'à côté de ça, il y a pas mal de références au réel avec ce qui se passe, avec un certain savoir, on va dire, sur les rêves ou autres, et bien j'ai bien aimé quoi, donc ça m'a donné envie de moi faire des recherches. C'était la première fois que je lisais du Nico Takian et vraiment ça m'a donné envie de lire plein de livres de cet auteur parce que j'ai trouvé déjà dans un premier temps sa plume très fluide. Pareil, il s'attarde pas sur des détails inutiles et à côté de ça, il nous fait connaître certaines choses. Moi en tout cas, il m'a donné l'envie de connaître certains sujets et de pousser ma recherche, et ça vraiment j'ai bien aimé. Donc Nico Takian, sa plume, je valide. J'ai vraiment bien aimé les dernières pages et c'est ça aussi, on va dire, le revers en fait de la situation un petit peu. Quand tout au long de ta lecture, tu ne perds pas une miette, t'adores la lecture et t'es vraiment plongé dedans, et à la fin, t'apprends quelque chose et là tu te dis mais c'est pas possible, j'avais pas du tout pensé et tout. Moi ça c'est quelque chose que j'adore et c'est normal je pense, mais vraiment ça, j'ai terminé ma lecture. Aussi, je sais pas si vous avez l'habitude, mais moi c'est au fur et à mesure de mes lectures, j'apprends à lire ces quelques pages avant la fin du livre qui sont super importantes, c'est les pages remerciements. Et généralement dans les pages remerciements, on a, oui, les remerciements de l'auteur, mais on a aussi des informations super importantes comme là où il a puisé du coup ses recherches pour pouvoir agrémenter, on va dire, son écriture ou son histoire, ou encore des livres dans lesquels il s'est plongé, enfin bref, toutes ces choses là en fait qui sont super pertinentes que moi je récupère et qu'en fait après je note dans ma fiche lecture. Donc n'hésitez pas à lire les pages remerciements, parfois vous trouvez bien sûr des pépites. Par contre, un petit truc que je n'ai pas trop aimé, mais bon après c'est propre à moi-même,
J'aime bien me situer dans le temps, me situer sur les lieux. Donc concernant les lieux, Montreux, la Suisse, etc., j'ai vraiment été plongée dedans quoi. Mais par contre, concernant le temps, j'ai vraiment eu du mal à savoir est-ce qu'on était le jour, la nuit, quel jour on était, sur combien de temps ça se passait. Ça, j'ai vraiment eu du mal à me situer vraiment ben voilà, dans le temps quoi. Donc moi, c'est un petit truc quand même que je n'aime pas trop dans les livres, c'est justement quand je suis un petit peu perdue. Mais en soi, franchement, je vous le recommande de ouf. Je pense que c'est important aussi de vous parler des lectures qui me font envie de Nico Taquin, donc j'en ai noté 3. Donc il y a Solitude qui est sorti en 2021, mais moi je veux le lire en hiver. Du moins dans le résumé, on sent qu'on est plongé dans l'hiver. Et il n'est pas encore sorti dans les éditions Le Livre de Poche, donc pareil, j'attends pour continuer, on va dire, ma collection de Nico Taquin. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Toxique, qui est sorti en 2018. Pareil, il est sorti aux éditions Livre de Poche, dont j'ai vraiment envie de lire. Et Celle qui pleurait sous l'eau, qui est sorti en 2020, qui est sorti aux éditions Livre de Poche. Et celui-là, j'ai envie de le lire l'été parce que le résumé prête à cette saison. Et pas du tout de Nico Taquin, mais du coup sur tout ce qui va concerner la conscience, la mémoire, etc. Un livre de Saxe qui est Le fleuve de la conscience me fait beaucoup envie, donc je vous fais partager en même temps mes petites lectures qui me font envie, si jamais vous aussi ça vous donne envie. Dans ce troisième livre, on va se voir complètement partir du côté de la Norvège et plus précisément de Oslo. Donc ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'en même temps on voyage, puisqu'en ces temps on ne peut pas voyager, puisqu'ici on va suivre l'île du diable de Nicolas Beuglé et plus précisément Sarah Geringen qui est inspectrice. Et son père va être retrouvé mort à son domicile. Sarah va se voir être confiée l'enquête secrètement puisque normalement elle ne peut pas on ne peut pas lui confier cette enquête-là. Elle va comprendre en fait rapidement que son père lui cachait une vie dont elle ne connaissait absolument pas. Et en fait elle va devoir partir sur l'île du diable. Mais qu'est-ce que l'île du diable et qu'est-ce qu'elle va trouver de son père ? Il faut lire L'île du diable de Nicolas Beuglé. Il s'agit de la saga de Sarah Geringen, donc avant L'île du diable, il y a 2 livres que Nicolas Beuglé a fait. Le Cri en 2016 il me semble et Complot en 2018 ou en 2017, je ne sais plus. Mais je n'ai pas lu les 2 premiers livres et pourtant je me porte très bien. J'ai réussi à lire L'île du diable et ça a été un coup de cœur, donc ne vous en faites pas si jamais vous n'avez pas lu ces 2 premiers livres. Vous pouvez lire celui-ci qui peut-être vous tente un peu plus. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'au début de la lecture, on a un petit résumé des 2 premiers livres. Donc je dirais pas qu'il y a du spoil dedans, parce que pour moi c'est pas vraiment du spoil, mais c'est pour connaître un peu la vie du personnage principal qui est Sarah Geringen et plus ou moins où elle en est. Et donc on va comprendre, on va réussir vraiment à mettre les pieds dans le plat dans l'histoire. On va vraiment être plongé en fait d'un coup dans la vie de Sarah Geringen et ça c'est plutôt chouette. Surtout quand on ne sait pas en fait qu'on attaque au 3e tome quoi. Moi j'ai vraiment aimé un personnage malheureusement dont on ne parle pas assez suffisamment dans ce tome là, mais il paraît qu'on en parle beaucoup plus dans les 2 premiers tomes, qui est le Christopher, donc le copain de Sarah Geringen. Vraiment j'ai adoré, je me suis directement attachée à ce personnage là alors qu'on n'en entend pas plus parler que ça. Donc ça m'a donné encore plus envie de lire les 2 premiers. Ici on va suivre quelque chose de très intéressant. J'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que sinon je vais trop vous en dire sur le livre et notamment sur l'histoire. Mais on va suivre une pathologie, une sorte de maladie, mais je sais pas trop si c'est une maladie, mais on va suivre une pathologie en fait, tout simplement. Je préfère vous dire ça comme ça, grosso modo pour être clair. Mais on va suivre un sujet qui est très intéressant, dont je ne connaissais absolument pas, enfin du moins de nom, mais je m'étais pas plus plongée que ça. Il y a une grosse partie historique sur une île. Pareil, je vais pas vous en dire davantage, mais c'est sur à propos de l'île du diable, une partie concrète qui a existé il y a des années et des années. Et ça j'ai bien aimé, le fait que Beuglé réutilise des termes, une vraie histoire, un vrai savoir en fait, qui le retranscrive dans son livre. Et pareil dans les pages remerciements, si jamais on a envie d'en savoir un peu plus sur cette partie historique là, et bien il nous donne des ressources pour qu'on puisse nous-mêmes aller plonger, dont des livres et un reportage. Aussi il y a une partie qui est ultra intéressante sur l'épigénétique, donc je ne sais pas si vous savez, mais en gros c'est lorsque on récupère des souvenirs, on récupère des choses, des sortes de gènes, épigénétique et gènes, des vies qui sont dans notre famille depuis longtemps, et donc on récupère
récupère des gènes là, ça va venir en quelque sorte troubler notre quotidien sans qu'on le sache. Et pareil, j'ai envie de lire plein de livres à ce sujet maintenant, donc c'est génial. Ce qui est bien, c'est que quand je lis un livre, j'ai envie d'en lire 6. J'ai eu envie de lire Le Cri et Complot de ce même auteur, mais j'ai aussi envie de lire Peut-on se libérer des gènes, l'épigénétique de Giacobino qui est sorti en 2018, et un livre aussi un peu du coup dans le même style, porté sur pareil ce sujet-là, qui est sorti en 2018 par De Rosnay, qui est La Symphonie du Vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire ces 2 gros livres là sur ce même sujet. Je pense que ça va être lourd, mais j'ai envie de me lancer là-dedans. Donc peut-être à suivre dans de prochaines vidéos ou sur Instagram, on verra. Et sinon, il y a un documentaire que j'ai envie de regarder sur cette fameuse île dont s'est inspiré Nicolas Beuglet, donc affaire à suivre. Cette fois-ci, on repart en France et plus particulièrement du côté des Pyrénées où un cheval sans tête est retrouvé en haut d'une centrale hydroélectrique. L'ADN d'un psychopathe enfermé dans un hôpital psychiatrique est retrouvé sur les lieux du crime. Il y a une enquête sur des suicides, 2 personnes qui ont disparu, 2 personnes qui sont mortes, une bande de potes et des viols. C'est l'enquête qui se voit être confiée par Servaz, l'enquête la plus étrange de sa vie, évidemment. Une telle enquête, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est Le Cercle de Bernard Minier qui fait à peu près 750 pages, donc c'est un joli pavé. Vous n'êtes pas sans savoir, encore une fois, que j'adore l'hiver, j'adore cette période-là, j'adore quand ça se passe voilà, dans le froid, dans la neige, et en plus de ça, il y a quand même un lieu clé qui est l'hôpital psychiatrique, et pareil, j'aime beaucoup les histoires qui se passent là-dedans. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Celle, t'as pas encore lu Le Cri de Nicolas Beuglet? Vous en faites pas, c'est prévu. Chaque chose en son temps. Si je lis trop d'histoires avec un hôpital psychiatrique, je ne vais plus dormir la nuit, c'est certain. C'est pas le résumé qui m'a donné l'envie, c'est vous sur Instagram, lorsque j'ai demandé quel livre vous avez le plus kiffé lire en hiver, vous m'avez parlé de Glacé de Bernard Minier. Et je vous avoue quand même que la grosseur du livre ne me donnait absolument pas envie. Des chapitres à rallonge de plus de 50 pages, ça me donnait pas envie, vraiment. Et c'est vraiment le seul point négatif de ce livre. Parce que finalement, même si il fait 750 pages, j'ai trouvé que l'histoire suivait son cours. J'ai pas forcément trouvé qu'il y avait des longueurs. Par contre, j'ai trouvé que l'histoire commençait à être vraiment pertinente à partir du chapitre 17, soit à la page 343 exactement. Donc avant 343, on apprend sur les personnages. Bernard Minier aime beaucoup s'éterniser sur des descriptions, je sais parce que j'ai lu Aime le bord de l'abîme cet été de ce même auteur là, et j'ai trouvé vraiment qu'il s'éternisait sur les descriptions. Donc je m'attendais un peu à ce genre de plume là en fait dans ce livre là, mais ça ne m'a pas dérangé, j'ai pas trouvé qu'il y avait de grosses longueurs, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. L'intrigue, aussi loufoque soit-elle, finalement est très intéressante parce qu'on se rend compte que c'est pas juste la tête d'un cheval qui se voit être en haut d'une falaise qui est le sujet phare du livre sur 750 pages. Il y a d'autres en fait intrigues qui sont d'autant plus pertinentes je trouve que uniquement le cadavre du cheval. Mais le cadavre du cheval a son importance, voilà, c'est très important. Après si tu n'aimes pas trop qu'on fasse du mal aux chevaux, je peux comprendre que tu ne veuilles pas lire ce livre, c'est normal. Et puis forcément, moi je me suis bien attachée au commandant Servaz, donc qui est le personnage principal de ce livre. Et donc j'ai bien envie de continuer la saga avec ce même inspecteur, avec ce même commandant. Et il me semble que le 2e tome c'est Le Cercle, mais je veux pas dire de bêtises. Donc si jamais tu as lu cette saga de Bernard Minier, n'hésite pas à me mettre dans l'ordre les livres, parce que ça c'est jamais dit, hein. Donc ça m'énerve. Moi j'aime bien suivre un peu le cours et pas lire le 3e tome comme je l'ai fait avec Nicolas Beuglet. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que Netflix a adapté, enfin du moins c'est M6 qui a créé la série du même nom en 2017 il me semble, donc Glacé, et Netflix l'a racheté. Donc tu peux suivre la série sur Netflix. Me concernant, j'en suis à l'épisode 2 et j'accroche pas plus que ça pour tout avouer actuellement. En même temps, j'ai lu le livre, je me suis fait un peu mon idée des personnages, du lieu, du crime, etc. Et donc forcément là, de voir des personnages qui ne sont pas ceux à quoi je m'attendais, j'ai un peu de mal en fait à avancer, mais je doute pas du tout de la qualité de la série. Donc si jamais tu l'as vu mais que tu n'as pas lu le livre, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je vais m'arrêter ici, j'espère en tout cas que ma vidéo t'a plu, t'a peut-être donné l'envie de lire un de ces 4 livres. D'ailleurs, si
si jamais t'en as lu un, n'hésite pas à me dire lequel et ce que tu en as pensé, sans spoil bien évidemment. Et n'hésite pas à me dire tout simplement si tu as envie d'en lire un et quelles sont tes lectures du moment, parce que moi je dois t'avouer qu'en ce moment j'ai plus envie de lire de thriller et je suis plus du tout dans ma période d'hiver, donc encore une fois n'hésite pas à me suivre sur Insta pour qu'on puisse échanger lecture ou pas d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas je te fais de gros bisous, passe de bonnes vacances si t'es en vacances et sinon passe une belle journée, une belle soirée à n'importe quel moment de la journée quand tu verras cette vidéo. Salut, prends soin de toi.